Donc cette année, on avait choisi comme thème, l'idée enfin, la réflexion autour de l'innovation et de la pérennisation. Comment on innove, hein, comment on expérimente, et surtout comment on sort d'une expérimentation pour pérenniser, prolonger, abandonner, dans le cas où l'expérimentation, évidemment, s'est avérée négative. Et pour illustrer cette problématique, on a sélectionné 6 cas, 6 expériences qui ont eu lieu dans les 2 ou 3 dernières années, qui ont toutes eu lieu quand il y a plus de 6 mois pour avoir un peu de recul. Et l'idée, c'est de vous montrer, d'abord en quelques slides, hein, parce que chaque intervenant aura 6 ou 7 minutes. J'avais dit 7, mais on va peut-être faire 6. Et ensuite, d'essayer d'avoir une discussion entre les intervenants sur justement la manière de sortir d'une expérimentation et de pérenniser ces outils. Et je vous signale juste que vous allez être frustrés par ces présentations très courtes, mais qu'on fera à partir du mois de mars, 2 fois par an, dans le cadre du CLIC. On fera des après-midi, enfin des demi-journées plutôt restitution, où on invitera 3 porteurs d'expérimentation à venir s'exprimer plus longuement, puisque chaque porteur d'expérimentation aura 1 heure pour expliquer le projet et surtout pour revenir sur les résultats du projet. Et donc la première demi-journée restitution sera le 25 mars. Et d'ailleurs, les 3 expériences que l'on abordera lors de cette journée est une des expériences qu'on va aborder très très rapidement tout à l'heure, puisqu'on parlera du guide multimédia du Louvre-Lens. Mais on va commencer tout de suite par Lise. C'est la première participation du musée de Meaux, musée de la Grande Guerre. Non, musée de la Grande Guerre, pardon. Ouais. Ravi de vous accueillir. Merci. Et vous allez nous raconter votre projet. Ok. Vous avez la petite manette là. Voilà, on appuie. Vous appuyez sur la touche verte. Touche verte, ok. Bonjour à tous. Alors 6 minutes, donc on va faire très, très concret. Donc le musée La Grande Guerre du Pays de Meaux a ouvert il y a un petit peu plus de 2 ans à Meaux, en Seine-et-Marne, à 50 km de Paris, sur le territoire historique de la première bataille de la Marne. Voilà, donc il présente une collection unique en Europe sur 14-18 de 50 000 pièces, objets et documents. Voilà, donc c'est un musée qui dépend d'une collectivité territoriale. Donc je vous le dis pour la suite parce que c'est important aussi de comprendre que ça dépend d'une administration et que c'est toujours compliqué en termes de budget et notamment en termes de budget de communication. Voilà, donc on n'avait pas priorisé la communication sur le digital, ce n'était pas forcément les premiers objectifs. Et puis il se trouve que on a fait la rencontre d'un mécène qui est l'agence de publicité DDB, donc effectivement mécénat un peu original, qui a compris ce qu'était le musée, ce qu'il voulait montrer, c'est-à-dire une vision à hauteur d'homme, c'est-à-dire surtout pas un musée militaire, mais vraiment un musée d'histoire et de société qui, à travers cette collection unique, revient sur le bouleversement des sociétés pendant ces 5 années douloureuses de l'histoire mondiale, voilà, avec un point de vue sur la mondialisation. Et donc, on est parti de ce postulat, et si Facebook avait existé en 1914 ? Et là, on s'est dit, on a un potentiel énorme de donner pour une fois à ce réseau qui peut souvent paraître inutile et futile, un sens et un contenu. Et de se dire, pendant un temps donné, on va, un homme lambda, en l'occurrence il s'agit d'un personnage fictif qu'on a appelé Léon Vivien. Pourquoi fictif ? Pour des raisons déontologiques, si on avait choisi de prendre un vrai soldat, un vrai poilu, il aurait fallu respecter à la lettre son parcours. Et puis d'un point de vue moral, c'était compliqué. Et nous, le but de ce profil, c'était pas de dire, on va vous dire ce qui s'est passé le 14 mai 1915 dans la Somme. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe tout d'un coup dans la vie d'un homme quand la Première Guerre mondiale arrive. Voilà. Donc, pour raconter ça, il y a eu un travail d'écriture. Il était hors de question de se mettre tous les jours derrière Facebook et de se dire qu'est-ce qu'on va raconter.
Donc il y a eu un scénario, il y a eu une histoire qui a été écrite de A à Z, un énorme travail d'écriture entre nous et l'agence de publicité, et un énorme travail de recherche documentaire, puisque évidemment Facebook permettant la mise en place d'images, l'idée était aussi de valoriser les collections du musée et de trouver les illustrations adéquates avec les thèmes qui étaient abordés dans ce profil. Avec aussi l'autre difficulté, faire une page Facebook c'est bien, mais le problème c'est que qu'on n'a pas forcément le moyen de faire connaître ça. Donc c'était la double difficulté, et j'ai complètement oublié de vous présenter un certain nombre de choses, mais voilà. Donc on a lancé cette page mi-avril de l'année dernière, et en fait on démarrait en juin 1914. Voilà. Donc on couvrait la période de juin 14 à mai 1915, puisqu'il était hors de question de couvrir 4 années de guerre. En termes de contenu, ça aurait été beaucoup trop important. Donc on est parti de ce postulat où on remonte en juin et on commence vraiment en avril 15 pour faire au jour le jour le vécu de cet homme Léon Vivien, mais aussi de ses copains, de sa femme restée à l'arrière, de sa mère restée à l'arrière. Et les internautes d'aujourd'hui pouvaient intervenir à la suite des échanges entre les protagonistes, puisqu'il aurait été compliqué de faire intervenir les internautes dans des discussions de l'époque. Voilà. Et l'internaute ne pouvait pas communiquer avec les protagonistes parce que forcément l'histoire aurait évolué et on aurait du mal à la gérer. Donc il y avait par contre un travail de modération de la part du musée en tant que page officielle du musée de la Grande Guerre. Donc je vais vous montrer quelques exemples de posts assez richement illustrés. Et donc on ne savait pas du tout où on allait en faisant ça. On s'est dit, ça se trouve, ça va être un bide total parce qu'il n'y avait pas forcément d'expérience et de prise de parole de la sorte d'un musée d'histoire en France. On s'est dit qu'en tant que nouveau musée et dernier né sur le sujet en France, on avait envie de prendre la parole de manière un petit peu décalée et novatrice, et surtout de s'adresser à un public qui peut-être n'aurait jamais mis les pieds dans un musée d'histoire et un musée sur la Première Guerre mondiale. C'était quand même l'objectif, et d'aller les toucher de manière en dehors des livres d'histoire, c'est-à-dire que un post c'est très court, c'est quelques phrases, c'est une image, donc c'est pas entre guillemets rasoir à lire, c'est pas un gros bouquin d'histoire qu'on ouvre, et donc forcément il y a un attrait et puis il y a un suspense parce que tous les jours on a envie de savoir ce qui arrive à ce personnage. Donc on a fait ce lancement par le biais d'une conférence de presse, et en fait les journalistes nous ont tout de suite suivis là-dessus, et il y a eu un emballement médiatique qui fait qu'en 48 heures on a rapidement atteint les plus de 20 000 likes, pour au final après un mois et demi atteindre les plus de 60 000 likes. Donc c'est plutôt une opération pour nous réussie, qui avait une priorité, c'était de développer la notoriété du musée et de se dire que grâce à ce personnage, grâce à Léon, les gens, s'ils ne viennent pas, savent au moins qu'il y a un musée de la Grande Guerre à Meaux, qui est nouveau. Et la difficulté, j'anticipe aussi une question, de dire combien de personnes sont venues au musée suite à leur connaissance de ce profil, c'est très compliqué à étudier parce qu'on n'a pas fait d'études à l'accueil du musée là-dessus. On a quelques messages sur le livre d'or, et en tout cas pour la petite histoire, donc ce profil avec l'issue fatale du personnage qui a été la mort de Léon a suscité énormément d'émotions. Donc on parle des réseaux, c'est très bien, on parle de l'effet étoile d'araignée, c'est formidable, mais ce qui a surtout à notre sens marché, c'est le pouvoir des mots. Le travail d'écriture, l'émotion que le travail d'écriture a pu faire passer font que les gens aussi ont adhéré, ont été émus, et se sont attachés auprès du personnage. Et donc la suite de tout ça,
Donc voilà, vous avez quelques chiffres qui apparaissent. Donc l'avantage effectivement de Facebook, c'est que ça abolit les frontières. Et donc la Grande Guerre, c'est un sujet mondial. Donc parmi les internautes qui ont liké le profil de Léon, il y a beaucoup de public outre-Atlantique. Donc c'était un vrai plus pour nous. Et puis la suite de tout ça, souvent on va dans l'autre sens. Et nous, en fait, on est allé du digital au papier, puisque la suite non prévue, c'est la sortie en fait fin novembre dernier du livre, de la version papier de l'expérience digitale, qui nous a été demandée par des internautes et qui nous a été proposée par des éditeurs. Donc l'avantage, vous me direz, par rapport à la page Facebook, c'est quoi? C'est déjà que le Facebook, c'est bien dans l'instantanéité, c'est-à-dire au jour le jour. Quand on revient sur un mois et demi de post, il faut remonter tout en bas de la page, donc c'est un confort de lecture qui est vraiment moindre, alors que là, tout est réuni de manière plus simple. Les gens avaient besoin de l'objet, notamment tout ce qui était l'éducation nationale, puisque certains profs ont voulu s'appuyer sur cette expérience pour faire cours en classe. Et certaines écoles ne peuvent pas avoir accès à Facebook, donc la version papier était importante pour eux. Et le plus de cette version papier, ce sont les QR codes qui s'y trouvent, c'est-à-dire pour écouter des extraits musicaux, et aussi pour aller plus loin sur la découverte documentaire des collections liées aux sujets qui sont abordés, donc à travers des QR codes. Voilà. Et donc pour la petite anecdote, donc 2 jours après son lancement, le livre était numéro 1 top vente Amazon dans la catégorie Histoire française. Voilà. Donc j'ai fait très court, très vite. Presque Mais 7 voilà. minutes. Presque. Ouais, c'est voilà. très bien. On démarre bien. Voilà. Donc bonne lecture. Voilà. Je vous laisse. Oh, c'est gentil, merci. Merci beaucoup Lise, parce que je sais que c'est un exercice super compliqué. Alors comme vous avez respecté la règle du jeu, on va prendre une question pour Lise, s'il y a une question directement sur son intervention. Et s'il n'y en a pas, moi j'en ai... Il y en a une. Hop. Oui, bonjour, Christophe Courtin du Musée d'Histoire de Nantes. On avait aussi fait cette tentative il y a quelques années, 2 ans je crois, de créer des personnages comme ça, des profils sur Facebook, qui ont vite été virés par Facebook lui-même, parce qu'ils ont apparu comme des personnages n'existant pas. Est-ce que vous n'avez pas eu de problème avec ça? Et comment vous avez négocié avec Facebook éventuellement pour y arriver? Oui, pardon. Voilà, merci. Alors, étrangement, pas du tout. Alors, on a créé non pas un profil, mais une page. Et alors, ça n'a posé strictement aucun problème. On a voulu bien faire les choses en allant les rencontrer, mais finalement, ça s'est avéré plus compliqué que ça. Et on n'a eu strictement aucun problème. Le seul problème qu'on a eu, c'est le jour du lancement, parce que Facebook avait changé l'armature de sa page. Et en fait, comme les posts des personnages, pour nous, ont dû être traités graphiquement par une image JPEG pour pas que les commentaires des internautes interviennent entre les commentaires des personnages. Donc ça veut dire que nous, on avait un travail de mise en ligne en bac hyper lourd, ce qui fait qu'on a dû tout changer au dernier moment. Mais non, Facebook n'est à aucun moment intervenu. Nous a laissé complètement faire, on n'a eu aucun souci là-dessus. Après, c'est un personnage fictif, certes, mais c'était porté par le musée, donc on avait quand même un souci de véracité historique très important, parce que c'est pas le tout de prendre la parole comme ça, il faut être juste historiquement, et il faut raconter les bonnes choses et bien les raconter. Voilà, donc on n'a eu aucun souci, et la page est d'ailleurs encore en ligne et continue d'être likée. Voilà. Alors j'avais une question supplémentaire pour Lise, pour rebondir sur le petit point que j'ai fait sur le mécénat. Vous avez eu le soutien de DDB, ce qui est un soutien intéressant parce qu'une agence de publicité comme DDB coûte cher. Est-ce que l'agence vous accompagne
sur la suite du dispositif, donc par exemple le livre, et est-ce que c'est un partenariat sur le moyen terme et pourrait vous accompagner sur d'autres opérations marketing de ce genre? Alors effectivement, le musée dépendant d'une collectivité, il était bien sûr inimaginable d'envisager que la collectivité puisse se payer les services de l'agence de publicité DDB. Donc en fait, avant Facebook, on avait eu une collaboration sous forme de mécénat à travers une campagne d'affichage qui était une déclinaison de 8 versions assez impactantes sur une campagne d'affichage. En métro, non? Notamment, ouais. voilà. Donc ça avait plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai qu'après, il y a une rencontre aussi humaine. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la façon de travailler entre nous fonctionne. Ils ont compris ce qu'était le musée. Ils ont compris qu'on était aussi un musée jeune et qu'on était prêt, très ouvert sur la façon de prendre la parole, même si c'est un sujet difficile. Et donc c'est vraiment main dans la main qu'on a travaillé. Et d'ailleurs l'écriture de base de l'ensemble de l'histoire de Léon a été faite par un concepteur-rédacteur de l'agence. Donc voilà, c'est vraiment un travail main dans la main, y compris pour le livre, puisque c'était pas prévu non plus. À la base, on n'avait pas prévu de faire un livre, hein, on était sur du digital. Et puis en fait, il y a des éditeurs qui sont venus nous chercher. Donc on a dit d'accord sous certaines conditions. Et effectivement, l'avenir va faire qu'on va continuer à collaborer, toujours en termes de mécénat. Alors l'intérêt pour une agence de publicité, il est évident, parce qu'à un moment on se dit pourquoi DDB vient voir le musée de la Grande Guerre. À un moment, DDB a des gros clients, je veux dire, type Volkswagen, le beurre président ou le camembert président. Donc forcément sur des contenus pas forcément très profonds. À un moment, ils cherchent aussi ce type de travail et de fonds qu'ils ne peuvent pas avoir en client parce que des clients comme nous, on ne peut pas se les payer. Il se trouve que ça fonctionne et donc en termes de communication, ça a été assez... il y a eu beaucoup de prix en fait dans le milieu de la communication, donc une belle reconnaissance du travail de DDB. Et donc c'était ce que cherchait DDB. Donc voilà, moi ça nous va très bien. Ils ont des prix, on en a avec eux. On parle du musée dans des endroits où on n'aurait jamais parlé du musée, où on se retrouve dans des prix entre Louis Vuitton et Adidas. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà. J'ai rencontré il y a une semaine une autre agence qui souhaite développer des actions de mécénat avec les institutions culturelles, qui m'a dit que sa première recherche, c'est effectivement d'être primé dans des festivals internationaux. Oui, mais Ils n'ont pas besoin leur réputation est déjà acquise, donc voilà. bon. Mais c'était le deal, parce qu'au début, effectivement, on a été un petit peu étonnés de ce lien, mais c'est un deal qui nous va plutôt bien. Donc voilà. Oui. Gagnant-gagnant. Voilà. Merci beaucoup. Et en plus, alors, vous avez eu cette belle expérience et vous avez fait des émules, puisque maintenant, il y a sur Facebook un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Copié, mais jamais égalé. Parce que J'osais pas. J'ai osé. Bah, oui, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut sur Facebook. Le souci, c'est que ils peinent, je crois, à avoir les 20 000 likes, forcément. Ce qui a marché aussi. Il n'y a peut-être pas la nouveauté, il n'y a plus la nouveauté. Mais voilà, je pense que ce qui a fonctionné aussi, c'était la nouveauté et aussi la volonté pour nous de lancer ça très vite et de ne pas attendre. Parce qu'à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on attend le centenaire de la Grande Guerre, donc qui débute cette année jusqu'en 2018, pour lancer ça et être dans le move de la grande actualité internationale. Et en fait, on s'est dit, voilà, et être dilué aussi parmi tout ce qui va sortir sur la Grande Guerre. Puis on s'est dit, ouais, on trouvait l'idée plutôt sympa, on n'avait pas forcément envie de se la faire piquer, donc on l'a fait tout de suite. Et puis finalement, du coup, ça a été une prise de parole qui a pris plus de place qu'elle n'aurait sûrement pris cette année. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc on va passer au deuxième cas pratique, on va dire, avec Guylaine Leget du Louvre-Lens. Et on va démarrer tout de suite. Bonjour à tous. Alors moi je vais essayer de vous parler je vais vous parler même d'un autre projet qui est assez différent, donc du guide multimédia du Louvre-Lens, qui a été donc lancé, proposé au public dès l'ouverture en mois de décembre l'année dernière. Et en fait, je voulais rapidement reposer un petit peu le contexte du projet, puisque c'est un projet qu'on a développé avec Orange, qui est notre partenaire depuis un certain nombre d'années, depuis 2011 avec le Louvre-Lens. Donc c'est vraiment le projet phare de notre coopération que nous avons avec Orange, puisqu'en fait c'est un mécénat de plusieurs années, avec effectivement en tête de pont ce guide multimédia. Alors,
je ne sais pas comment marche cette chose. Excusez-moi, je débute. Tu veux passer à la slide suivante? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, juste dire qu'effectivement, c'est un travail qui a l'aboutissement de 18 mois de conception. Donc, ça peut paraître assez long comme ça, mais c'était vraiment nécessaire. Et c'est ce qui a fait aussi on peut dire, une certaine réussite du projet. Donc, pour reparler, c'est une équipe pluridisciplinaire qui sont issues de 3 structures qui sont donc le Louvre-Lens, la société Orange et puis notre maître d'œuvre, la société On Situ, qui nous a accompagnés sur le numérique dans le musée tout le long du projet. Donc, c'est vraiment un travail de différentes personnes, de structures avec des profils variés, mais qui faisaient cette complémentarité. Donc, des chargés de conception multimédia, donc des gens qui étaient un peu plus sur mon profil avec cette pratique, cette connaissance en fait des métiers du musée, des attentes du musée et des nouvelles problématiques de médiation numérique. Nous avions aussi des ingénieurs, des ergonomes et des développeurs, là plus dans l'équipe d'On Situ ou dans l'équipe d'Orange. Je tiens particulièrement à dire que c'était vraiment très important cette concordance entre l'ingénierie et l'ergonomie, puisqu'en fait tout le long du projet et des 18 mois, on a eu effectivement une équipe d'ergonomes qui nous a suivis au plus près et qui nous a permis de valider au fur et à mesure du projet les différentes étapes de conception. Donc ensuite, je vais vous montrer un film rapidement. C'est un film qui a été fait par Orange et qui vous montre un petit peu la globalité de l'offre qu'on propose sur le guide. Les caractéristiques principales de notre guide, c'est de proposer une visualisation en 3D de la Galerie du Temps. Donc, juste pour redire, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir à Lens, l'espace principal du musée, c'est cette Galerie du Temps qui va être proposée pendant 5 années, qui est vraiment le parti pris très fort du musée, de proposer dans un espace les collections du musée du Louvre à travers un parcours géographique et temporel. Donc, dans un même espace, vous parcourez des œuvres majeures des collections du Louvre. Donc, cette muséographie qui est vraiment l'élément fort de ce projet, notre idée, c'était de proposer un outil, un guide multimédia qui accompagne au mieux les visiteurs dans cette exploration de cet espace. C'était aller au-delà d'un audio guide, puisqu'en fait, dans ce guide multimédia, vous avez des commentaires enregistrés par des spécialistes qui vous parlent au plus près en fait des œuvres. Mais l'idée, c'était vraiment d'accompagner au mieux cette expérience de visite réelle dans l'espace. Donc, très rapidement, on en est venu à réfléchir autour d'une modélisation 3D de l'espace, de géolocalisation, d'un outil d'aide à la visite. Et donc, le résultat final, suite au travail de conception, d'évaluation, de test, c'est cette visualisation 3D de la Galerie du Temps que les visiteurs manipulent lors de leur visite. Ils peuvent accéder en fait à des podiums et par cet accès à des podiums, accéder aux commentaires. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui accompagne au mieux l'expérience réelle de visite dans l'espace. Ça permet en quelque sorte, d'une façon un peu diffuse, de mieux donner un outil de compréhension de la muséographie qui est proposée dans cet espace. Donc, je vous montre la vidéo. Bienvenue au musée du Louvre-Lens. Orange et le Louvre-Lens vous proposent de vivre une expérience de visite originale avec un guide multimédia innovant distribué sur place. Ce guide accompagne les visiteurs tout au long de leur découverte du musée. Il est adapté à tous les publics avec une déclinaison en français, anglais, néerlandais, langue des signes française et audio-description. Direction la Grande Galerie, aussi appelée Galerie du Temps. Le guide de visite offre 3 approches différentes selon les centres d'intérêt de chacun. La visite œuvre commentée permet aux visiteurs de se promener librement au sein de la galerie. La visualisation en 3D, utilisée ici pour la première fois dans un musée, permet de se repérer facilement en fonction de l'endroit où l'on se trouve et des œuvres que l'on a devant soi. Pour en savoir plus sur la statue athlète au disque du sculpteur grec Nocides, il suffit de cliquer sur l'œuvre pour avoir accès à un descriptif audio, une vidéo et l'ensemble des informations sur cette sculpture. Pour les plus jeunes, Orange et le Louvre-Lens ont mis en place un parcours ludique qui les invite à suivre un jeu de pistes pédagogique dans le musée.
Ils se promèneront ainsi parmi une dizaine d'œuvres emblématiques de la Galerie du Temps. Tout au long du parcours, les enfants pourront résoudre les énigmes d'une chasse au trésor en utilisant une mallette et ses outils. À chaque réponse positive, un objet vient enrichir le trésor final. Enfin, les visiteurs pourront décider de suivre un parcours thématique au sein des 200 œuvres présentées dans la Galerie du Temps. Grâce à la vue aérienne du parcours, l'utilisateur visualise le chemin à suivre. Avec la vue de près, il peut facilement voir les œuvres correspondantes à la thématique choisie, passer d'une œuvre à l'autre et accéder au contenu du guide. Le visiteur peut enregistrer ses œuvres préférées. Il a la possibilité de retrouver ses favoris sur le site web www.louvrelance.fr. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres sur effectivement le taux de retrait. Donc, en fait, on a fait différentes études à partir du mois de juin. Donc, c'est des chiffres qui proviennent d'une étude entre juin et décembre 2013. Donc, sur la totalité des visiteurs, c'est-à-dire que ce soit des groupes de touristes, des visiteurs individuels ou des familles, on est à 43% du taux de prise. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le guide multimédia est gratuit au Louvre-Lens. Il est proposé en plus du ticket de visite. Donc, la Galerie du Temps est gratuite. On propose à chaque visiteur le guide multimédia. Pour les expositions temporaires, l'entrée est payante, mais on propose aussi gratuitement le guide multimédia. Donc, sur un taux de prise de 43% de l'intégralité des visiteurs du musée. Et là, je vois que mon chiffre est coupé, mais on est sur... on a un taux supérieur de 50% des visiteurs individuels et groupes autonomes. Donc là, on est sur par exemple des cellules de visite, des familles, des personnes plus individuelles, des groupes autonomes. Donc là, c'est éventuellement, par exemple, des groupes scolaires qui viennent visiter ou des personnes qui viennent en petits groupes. Alors, ce qu'on a constaté aussi, c'est que c'est effectivement un outil qui plaît beaucoup aux visiteurs un peu plus individuels, puisque sur les périodes de vacances et de week-end, 49% des visiteurs du musée ont demandé et ont utilisé ce guide multimédia. Donc les taux augmentent en période de week-end et de vacances. On a eu des pointes au moment des vacances scolaires de la Toussaint à un taux de prise de 73% le 3 novembre et de 61% le 20 octobre. Donc on voit bien que en fonction de la variété un petit peu des publics, on sent que ça répond vraiment beaucoup à un besoin, à une attente des publics qui sont plus des publics familiaux, individuels. Voilà. Donc, quelques éléments de satisfaction des visiteurs, la gratuité, ça c'est sûr, c'est ce que disait le monsieur tout à l'heure, effectivement. Les guides multimédia sont vraiment très sollicités et appréciés par les visiteurs lorsqu'ils sont gratuits, y compris effectivement dans l'entrée de visite. Sur le guide multimédia du Louvre-Lens aussi, ce qui a été beaucoup plébiscité, c'est la richesse du contenu. Nous, on s'inscrit clairement dans la logique de ce qui est fait au Louvre à Paris depuis un certain nombre d'années, avec des enrichissements sur des petites vidéos qu'on appelle des éducations du regard, qui sont des vidéos très courtes de 2 minutes qui donnent à voir et à comprendre des clés de lecture des œuvres, puisque ce qu'on privilégie quand même, c'est le regard direct sur l'œuvre. On écoute le commentaire, on regarde l'œuvre, il n'y a rien de mieux, mais par contre, effectivement, par cette petite vidéo, un certain nombre de petites vidéos, on propose des clés de lecture sur la sculpture, sur la peinture, qui peuvent être remobilisées un peu plus loin dans la Galerie du Temps ou simplement gardées en tête. En termes d'appropriation et d'usabilité, grande facilité à y naviguer, c'est sûr que c'était notre enjeu. Donc nous, tout le long du processus de conception avec les équipes d'Orange, on a fait des tests, on sentait qu'il y avait quelque chose qui marchait. Après, rien ne vaut évidemment le test grandeur nature, le déploiement. Et effectivement, les premières évaluations qui ont été faites montrent qu'il y a une très grande facilité d'utilisation et qu'il n'y a pas un temps d'appropriation qui est très long. Très vite, les gens se mettent dans le contenu et dans cet outil. Et effectivement, c'est aussi beaucoup plébiscité parce que c'est effectivement une ressource qui vient outiller le regard et même favoriser l'imaginaire. Donc ça, c'est une chose qui nous étonne aussi beaucoup sur les premiers retours, mais qui nous étonne de façon satisfaisante. Alors, les dernières
la suite pour le guide multimédia. Donc du côté du Louvre-Lens, l'idée c'est de continuer à enrichir les contenus puisqu'on n'a pas des commentaires sur l'intégralité des œuvres de la Galerie du Temps. On a un outil favori qui est effectivement déployé pour le moment, mais l'idée c'est de renforcer cet outil favori. C'est pendant votre visite dans la Galerie du Temps, on aura assemblé votre guide multimédia et le ticket de visite et vous pouvez mettre en favori un certain nombre d'œuvres. Donc ça, l'idée c'est de renforcer les contenus proposés aux visiteurs après la visite, notamment avec le déploiement de notre portail documentaire qu'on est en train de mettre en place tranquillement pour 2014. Avec notre partenaire Orange, on est en train de voir à porter ce guide multimédia sur Internet et sur des outils mobiles. Et l'autre angle aussi d'approche et qui va dans la logique de notre partenariat de recherche avec Orange, c'est de développer un dispositif familial collaboratif combinant l'outil favori du guide multimédia et un écran interactif dans le centre de ressources. Un scénario de visite, ce serait qu'une famille va visiter la Galerie du Temps, chaque membre de la famille a son guide multimédia, met en favori des œuvres et on leur propose un espace un peu convivial dans le centre de ressources du musée avec un grand écran où ils pourraient collectivement en famille échanger sur ce qu'ils ont aimé en favori, pouvoir jouer sur les images, les envoyer, donc tout ça. On est vraiment en train d'essayer d'aller au-delà même de l'usage du guide dans l'espace guide. On essaie de réfléchir en termes d'usage un peu plus prolongé. Voilà. Merci Guylaine. Presque dans les temps. Je vais quand même te poser une question. Pourquoi le guide au jour d'aujourd'hui n'est pas une application téléchargeable? Ça, en fait, l'idée, c'était de privilégier... C'est un outil qui a été conçu pour être utilisé dans le musée. Clairement. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai expliqué, cette visualisation 3D, pour le moment, elle était surtout un outil d'aide à la visite et de compréhension dans l'espace en lui-même. Nous, on voulait privilégier l'expérience de visite dans le musée. Ça pourrait être utilisé dans le musée, mais avec son propre terminal, en fait. C'est vrai, mais là, pour le moment, en fait, bon, c'est une question de temps aussi. Je ne vous cache pas qu'on a eu énormément de choses à produire pour l'ouverture et que ça, c'était un projet essentiel. Donc, on a un peu privilégié l'expérience des visiteurs qui venaient dans le musée. Après, en termes de public, notre public n'est pas forcément celui qui a le plus de matériel en termes de smartphone. Donc, nous, on voulait aussi pas forcément mettre des gens en dehors de cette expérience parce qu'ils n'avaient pas le matériel. Ça pourrait être tout à fait. Plus, voilà. Donc c'est pour ça que là on est en train de réfléchir à cette portabilité en termes de mobilité, parce que là on sent qu'il y a une demande. Enfin en tout cas c'est quelque chose. Nous on a une meilleure connaissance, une appropriation aussi de l'usage. Donc même sur la mobilité, je pense qu'on va se nourrir de cette année pour enrichir l'outil mobile, enfin l'application mobile qui pourrait être proposée. Voilà. Et sachant qu'il a été développé, l'outil que vous mettez à disposition est un smartphone, on va dire du commerce, du grand public, donc ça peut tout à fait être dupliqué sur des. Oui. D'accord. Peut-être une question. Une question. Allez-y. Oui, bonjour, Philippe Pierre, Société Héritage Prod. J'avais une question en ce qui concerne le retour sur investissement d'un tel type de produit. Pour la petite histoire, nous avons développé une application sur Bordeaux de réalité augmentée à travers la ville. Et cette question de retour sur investissement et de gratuité est vraiment primordiale. Et est-ce que l'outil a permis, quelque part, un regain d'intérêt de visiteurs qui ne seraient peut-être pas venus voilà. En fait, je pense que ça s'inscrivait globalement dans le projet. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer un musée dans un espace effectivement où il n'y avait pas cette structure. Donc les visiteurs venaient, donc c'était un outil parmi d'autres qui était mis à disposition. L'idée n'étant pas de proposer quelque chose de nouveau que les gens ne connaissaient pas forcément, et on se rend compte qu'ils se le sont appropriés, y compris des gens qui n'avaient pas forcément cette pratique, quels que soient les âges. Donc notre retour sur investissement, c'est que les gens sont venus, ont utilisé cet outil, n'y pensent pas forcément non plus en termes de... C'est-à-dire que ce n'est pas resté comme un outil numérique uniquement. C'était un outil qui les a aidés et qui a participé au plaisir de la découverte du musée du Louvre-Lens. Donc le retour sur investissement, il est complet dans le sens où on amène du plaisir, on amène de la compréhension, on amène de l'éveil et voilà. Et on voit bien les enfants qui fonctionnent avec leurs parents aussi, il y a un échange qui se fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été observées cette année et qui montrent que ça va au-delà presque de certaines de nos attentes. On ne va pas pouvoir prendre une deuxième question. Guylaine, tu restes déjeuner ou pas?
Bon, ben voilà. Si vous avez des questions à Guylaine, n'hésitez pas. Tu vas être embêté pendant tout le déjeuner. Et on va enchaîner tout de suite. Alors, une autre expérience. Alors, on reste dans le musée, enfin, on reste dans un lieu culturel. C'est pour illustrer la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur peut-on réseauter, faire du réseautage social en même temps qu'on visite une exposition. Eh bien, on en a une illustration avec Roy qui va nous raconter l'histoire de Dynamo et la manière dont le numérique a été utilisé en médiation pendant l'exposition Dynamo. À toi, Roy. Merci, bonjour tout le monde. Merci Click pour cette opportunité, parce que de faire un retour d'expérience fait partie de l'expérimentation. Donc, pouvoir le partager est un privilège. Donc, Dynamo, donc, une exposition sur l'art cinétique du XXe siècle qui a eu lieu ce printemps au Grand Palais, exposition à grande échelle, 4000 m², plus de 250 œuvres, plus de 100 artistes. Et les objectifs qu'on s'est donnés en réfléchissant sur un outil de médiation numérique, c'est de pouvoir imaginer un outil donc, de médiation en cohérence avec cette exposition, donc très visuel, très sensorial, d'être aussi l'objectif d'être en phase avec les pratiques de nos publics. Et on voit, on en a parlé déjà ce matin, la pratique par exemple de prendre des photos dans l'exposition est un usage de nos publics, et on a voulu donc créer un outil qui corresponde à ce type d'usage. Et on a eu bien évidemment des objectifs également de rajeunir notre cible et de promouvoir l'exposition par des outils innovants. Donc avec un partenariat très enrichissant avec Orange, on a mis en place cette application qui est à la fois une proposition, un parcours dans l'exposition, des découvertes, mais aussi d'action. Et cette action, donc, de prendre donc, des commentaires, de prendre des photos, de créer des vidéos ou des sons, participe dans l'expérience de l'exposition. Il y avait d'autres aspects d'expérimentation de cette application, à la fois ses connexions sur les réseaux sociaux, mais aussi des outils de localisation et identification. Et c'est, je pense, une des premières fois qu'on a utilisé des technologies NFC pour s'identifier devant des œuvres. Hop, ben voilà. Donc, l'exposition a permis les utilisateurs, avec cette application, de parcourir l'expo, de prendre des photos, d'enregistrer des sons et de les partager en temps réel sur l'application, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et on verra dans un instant aussi sur une mur d'images. On a vu les retours des écrans. Je ne savais pas qu'ils sont disparus pour qu'ils deviennent retournés, comme a été dit ce matin, mais sur un très grand mur d'images à la sortie de l'expo, qui a donné une sorte donc de vue kaléidoscopique, une sorte donc des multi-vues de l'expo par ses visiteurs. Cette mur d'images qui était installé par Orange a permis de créer une sorte donc, de nouveaux livres d'or numériques en temps réel. Cette expérience a été bien évidemment partagée et annoncée avant la visite et après sur le web, et a su donc créer ce type aussi, on peut dire, d'un e-catalogue, un UGC catalogue de la visite. Les réseaux sociaux, bien sûr, on a vu aussi ce matin leur importance, permet en temps réel, au-delà de s'exprimer, mais aussi de promouvoir l'exposition. Comme je dis, un des objectifs a été de promouvoir l'exposition, donc même en temps réel dès la visite, nos visiteurs participaient à la promotion de leur expérience. Pour le bilan, les chiffres ont sauté. Ah ben voilà.
Donc peut-être un des trucs les plus intéressants, on a mené beaucoup donc, des études dans cette exposition avec cette application, parce que ça fait partie de l'expérimentation, donc d'étudier à la fois de manière quantitative et qualitative l'expérience et les retours. Et l'exposition a été, on considère par rapport à nos objectifs, un grand réussi, avec plus de 300 000 visiteurs. Et l'application a été beaucoup téléchargée. Beaucoup, c'est toujours relatif, mais comme on arrive à presque 10% des visiteurs qui ont téléchargé l'application, on considère que c'était sur leur smartphone, on considère que c'était une grande réussite. Un autre aspect de cette réussite, ça a été en fait le taux de contribution qui aussi dépassait les 20 000 contributions à une large majorité en fait des contributions par image. Ce qui a confirmé notre intuition que la prise de photos dans les expositions est une vraie tendance. Je vais dire là-dessus un mot dans quelques instants. Les études qualitatives qu'on a fait ont montré une satisfaction, je dirais, enfin, sur nos échelles, à 2,5 sur 5, donc à une satisfaction moyenne. Et on a pu donc tirer des conclusions pour les raisons qui n'ont pas satisfait le public, notamment l'action donc des connectivités, donc qu'il fallait améliorer notre service de connectivité, donc Wi-Fi surtout, mais aussi donc des questions sur l'ergonomie, sur l'accompagnement pédagogique et la cohérence de cette offre dans une offre numérique plus large. Les retours très positifs, en même temps de nos visiteurs, ont porté sur l'expérimentation. Le public a compris et a joué les jeux et a tiré une vraie valeur et une valeur d'entraînement de cette pratique participative au sein de l'exposition. Et on a pu, et là nos statistiques le montrent de manière très claire, rajeunir notre cible des visiteurs, bien évidemment à la fois avec la proposition artistique de l'exposition, mais aussi avec ces outils de médiation numérique. On a eu l'occasion donc d'implémenter tout de suite quelques-uns de ces conclusions. Et ça, c'est un des, je dirais, peut-être défis d'une expérimentation, c'est pouvoir implémenter et réessayer ce qu'on a pu apprendre. Donc, en parallèle à l'exposition Dynamo, on a eu une autre exposition dans le cadre de Marseille-Provence 2013 au musée Longchamp à Marseille et musée Granet à Aix, les grands ateliers de midi. Et avec Orange, on a développé un autre type d'application participative, cette fois-ci pas in situ dans l'expo, mais en fait hors le mur, et qui a permis de géolocaliser donc des œuvres et d'aller trouver les points de vue de l'œuvre dans la nature. L'invitation au public a été de prendre des photos du même endroit et de publier un diptyque à la fois les tableaux et leurs photos. Cette application qui a nous permis à la fois d'améliorer l'ergonomie, et on a vu qu'avec des propositions très simples et claires, on a eu des résultats très encourageants sur l'ergonomie de l'application. On a pu aussi tirer d'autres enseignements dans la mesure où l'application Dynamo est très événementielle et elle colle en fait à l'exposition, cette exposition temporaire. Et aujourd'hui, il n'y a plus de raisons de l'utiliser. Tant que cette application-là devient, même à la fin de l'exposition, une application catalogue qui existe toujours, l'App Store, et qui se télécharge toujours. Enfin, on a 150 téléchargements par semaine, même si l'exposition est terminée, donc depuis 3 mois. Et on pense qu'on va continuer les télécharger parce qu'il s'agit en fait d'expositions, comme je disais, hors le mur et qui peut continuer à exister de manière décorrélée de l'événement de l'exposition. Un autre enseignement très important qui nous a appris de comparer les deux expériences, c'est la question de la signalétique et l'importance de la signalétique claire sur place.
on voit très bien qu'on existe sur les réseaux numériques, on n'existe presque pas. Hein. Il y a telle perfusion d'offres que pour pouvoir s'en sortir, il faut accrocher le public où il se trouve. On a les chances d'en accueillir donc le public, enfin parfois donc beaucoup de public. Et les meilleurs endroits pour communiquer sur nos outils numériques sont in situ, à l'entrée, à la sortie, enfin je dirais autour de nos expositions. Dernière partie, c'est la manière dont on a rebondi sur ces enseignements à la rentrée de l'automne. Et on a proposé pour la rétrospective BRAC un autre type donc d'application, je dirais ludique, qui a renforcé la partie pédagogique parce qu'on explique de manière très claire les bases de ce qui est le cubisme et je dirais, son histoire. Et en même temps, on propose d'expérimenter son propre création cubiste à travers donc les outils numériques d'une application. Et donc de faire l'expérience numérique du cubisme et de créer ces photos cubistes. Cette expérience nous a permis aussi de pérenniser le mur d'images, les retours de ce qui se passe sur, je dirais, les réseaux, et d'implémenter de manière pérenne dans nos halls d'accueil, en fait, les écrans qui permettent de voir ce que nos visiteurs disent sur les réseaux sociaux, enfin, donc sur Twitter, et ce qu'ils produisent comme photos. Et donc, en intégrant un flux Instagram, on peut voir en temps réel la création de notre public dans nos expositions. Dernièrement, pour résumer, ces types d'expérimentations sont très importants dans un monde qui évolue très vite et dont les pratiques de nos visiteurs évoluent très vite. Nous, l'intérêt de renouveler chaque fois ces expériences en tirant, je dirais, les conclusions pour mieux faire la prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, on va juste avoir le temps d'une question. Tu as presque répondu tout à l'heure, la dernière slide, lorsque tu dis que ton mur, tu l'as pérennisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour chaque exposition, le mur, non seulement il est présent, mais tu activeras en fait le système de retour en live des impressions de tes visiteurs. En fait, c'est qu'on a constaté que les visiteurs, ils réagissent de toute façon. Hein. Enfin, si on met des applications ou on ne met pas des applications, ils réagissent. Et donc, ce mur est pérennisé à la fois pour valoriser cette création donc, des publics. Donc, et ça, c'est pour toutes les expositions. Simplement, il faudra derrière qu'on change les hashtags et on les branche sur je dirais, l'exposition qui a de l'actualité. Et en même temps, ça nous permet aussi un écran de mettre en avant qu'on met une application de cette manière participative et créative, de les mettre en avant sur les lieux. Alors, j'ai une deuxième question qui est liée à la première. Ces dispositifs, alors je ne sais pas si c'est tous les dispositifs, mais ont été développés avec un mécène. Est-ce que tu peux réutiliser ce qui a été fait comme tu veux, autant de fois que tu veux, et autant de temps que tu veux? Et la deuxième chose, est-ce qu'une autre institution culturelle qui aimerait particulièrement ce que vous proposez peut mettre en place dans son musée la même chose, et à ce moment-là, il doit venir te voir toi ou il doit venir voir ton mécène? À qui appartient l'idée et le développement et l'outil en gros? Tu poses plusieurs questions. Une expérimentation pour une institution comme la nôtre, je dirais presque toujours nécessite un partenariat, un mécène, parce que les coûts sont importants. On a eu la chance de travailler avec Orange sur ces applications. Mais une fois l'expérimentation, on tire je dirais, les conclusions assez rapidement. Ces choses-là, je dirais que c'est banalise, mais elles deviennent à la portée, je dirais, beaucoup plus large.
Et aujourd'hui, développer une application qui puise dans les réseaux sociaux les hashtags qui correspondent à une exposition et qui derrière fait son retour sur un écran, sur une image, c'est pas très compliqué ni très cher et il n'y a pas de droits d'auteur là-dessus. Sur les applications, bien évidemment, l'application propre par rapport à une exposition, elle est soumise à des questions de droits. Mais les principes sont des principes, je dirais, qui sont complètement ouverts. Merci. Merci beaucoup. Tu restes pour le déjeuner ou pas? Donc, comme ça, vous savez à qui vous pouvez vous adresser pendant le déjeuner. Et maintenant, on va quitter Paris et on va aller à Rochefort. Pardon. Et je suis très heureux d'accueillir à nouveau Marie-France, puisque vous étiez là il y a 2 ans, 3 ans. Il y a 2 ans, c'était en témoin. Voilà, en témoin. Et ça vous a donné des idées. Oui. Donc je vous laisse la parole et je vous laisse le pilotage. C'est la petite flèche verte. Merci. Il est grand, monsieur. Bonjour à tous, merci. Merci de ces partages, puisque voilà, effectivement, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais témoin dans cette salle et qu'effectivement, ces partages d'expérience, comme le disait monsieur, ben, ça donne la mesure de ce qui est possible à réaliser. Et ben, voilà, après, on se retrouve devant le pupitre, enfin derrière. Donc, je vais vous parler d'un jeu smartphone de découverte du patrimoine qu'on a installé donc, à la Corderie Royale de Rochefort, donc un lieu emblématique de l'arsenal maritime installé par Colbert pour Louis XIV au XVIIe siècle. Et dans lequel on a souhaité eh bien, en fait, attirer davantage de publics jeunes, ados, pré-ados. Également dans un concept qui permettait d'utiliser des données déjà numérisées que sont des archives, par exemple des gravures. Trouver aussi une façon un peu différente d'avoir une visite spectacle, parce qu'il y a plein de visites théâtralisées dans beaucoup de lieux, et on avait envie de faire quelque chose, pas juste appliquer une recette qui marche, mais d'y amener notre petite touche aussi. Et c'est là que la rencontre avec le clic m'a fait le déclic, puisque j'ai pensé que c'était peut-être pas mal de mêler des nouvelles technologies dans cette perspective de découverte. Donc je vous propose de vous mettre dans la peau des internautes qui ont découvert le teaser. Alors par contre, après, je pense qu'il faut le faire partout à la main. Juste le lien. Donc le teaser du jeu qu'on a mis en place. Un complot d'une ampleur insoupçonnée, fomenté par les Anglais, est en train de vouloir nuire à l'arsenal. Sur l'estuaire de la Charente. Nous allons à Rochefort. Donc voilà le teaser. Alors ça, c'est le teaser de l'AD2, parce qu'en fait, on a mis en place ce projet en 2012. Alors, on n'a pas eu des mécènes comme vous dans des grands sites. Nous, on a eu la chance d'être retenus dans l'appel à projet Services culturels numériques innovants du ministère de la Culture. Et donc, ça nous a permis, après cette aide déjà considérable et cette reconnaissance de l'intérêt de notre projet, de trouver d'autres fonds européens, notamment, et régionaux. Donc du coup, c'est vrai que c'était plutôt des subventions, mais qui ont été amorcées par cet appel à projet. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'on a d'autres projets. Donc en fait, ces soirées complot, puisqu'en fait, on a développé cette application smartphone avec Furet Compagnie sur la base de jeux de terrain. On avait plusieurs objectifs. Donc d'abord une découverte sous forme de spectacle, donc soirée théâtralisée, mais avec smartphone. Et donc, on a réalisé 12 soirées en 2012, 1132 personnes, donc une moyenne d'une centaine de personnes par soirée, ce qui, dans notre écosystème autour des sites culturels qui faisaient des soirées théâtralisées, était plutôt des très bons résultats.
On a réédité ces soirées, donc quand on parle de capitalisation, c'est vrai que le produit, c'est pas forcément un one-shot, au contraire, l'idée, c'est un peu esprit développement durable, c'est de capitaliser les choses. On a pu étudier tout de suite, dès la première année de réalisation du projet, les comportements, la satisfaction. Donc on a récolté en fait les réponses un petit peu à nos objectifs, qui étaient effectivement 75% de public en famille avec des enfants et des ados, donc 40% de 12-15, et 14% de plus de 15 ans, qui sont très difficiles à attirer souvent dans nos musées. On a quand même eu 13% de couples et 11% d'amis de tous les âges. Et ça, je le dis parce qu'on a vraiment choisi un principe de jeu exigeant. C'était pas enfantin. Donc, vous voyez pourquoi ça a quand même suffi aussi aux ados qui sont très exigeants. Donc, c'était vraiment le choix d'avoir une application intergénérationnelle. L'idée, c'était pas que l'ado prenne son casque et son smartphone ou sa tablette et que les parents aillent de l'autre côté. L'idée, c'est de recréer du lien intergénérationnel dans le plaisir à découvrir le patrimoine. Et quand on avait des gens à l'accueil qui arrivaient en disant enfin quelque chose qu'on peut faire avec son ado, c'était vraiment la plus grande satisfaction qu'on pouvait avoir. C'était vraiment l'objectif aussi. Autre chose, donc rajeunir le public et aussi renouveler l'intérêt pour les publics locaux. Puisque bon, la Corderie Royale, pour les gens des alentours, ils l'ont fait avec l'école, ils envoient les amis, mais bon, voilà, ça reste la Corderie, c'est assez poussiéreux, statique. Et pourtant non. Donc du coup, on a été intéressés, c'est de voir que sûrement les ados ont traîné les parents en local, et on s'est retrouvé avec 29% de locaux par rapport aux touristes, parce qu'on est quand même en pleine saison touristique, hein, en Charente-Maritime, deuxième destination touristique en France. Et du coup, par rapport à des études précédentes, en été, on était plutôt sur 8-10% de locaux. Donc vous voyez, on passe à 30 sur ce produit-là, c'est vraiment convaincant pour nous. Du coup, on a un recul à la fois des analyses des 334 questionnaires de 2012 plus 277 de 2013 qui nous permet de faire des comparatifs intéressants. Notamment, on parlait de le prêt gratuit, l'achat des matériels ou l'équipement des Français. Effectivement, en 2012, on avait prêté 70% du matériel utilisé pour les soirées et des gens qui n'étaient vraiment pas familiarisés avec le matériel. Et c'est pour ça qu'on avait un petit point important qui s'appelle l'humain, à la fois à l'accueil et également dans le produit de visite. Il y avait 2 interventions humaines, alors costumées pour plonger les gens dans l'ambiance, mais qui savaient quand même aider les gens à revenir dans l'appli s'ils se perdaient. Donc en 2012, 70% du matériel prêté, et en 2013, on est passé à 42%. Donc c'est vrai qu'on ne va pas racheter beaucoup de parcs, on va amortir celui qu'on a acheté. Et donc c'est vrai que plus vous allez vous lancer dans les applications, plus on pense qu'il y aura moins besoin d'avoir à acheter des parcs, effectivement. Donc nous, l'application, elle est téléchargeable gratuitement à l'extérieur, même avant de venir sur le site. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui téléchargeaient avec le QR code à l'entrée du site ou avec le flyer, parce qu'on a mis les QR codes un peu partout. 98% de satisfaction sur la visite et le jeu, parce qu'on a dissocié l'avis sur l'expérience de visite de ces soirées-là, et l'expérience du jeu lui-même avec le graphisme, le niveau de jouabilité, l'intérêt, le suspense, etc. 95% des gens qui ont été évalués pensent que c'était vraiment un bon moyen de comprendre. Ça, c'était important pour nous, que c'est bien, ils ont passé un moment, ils se sont amusés, mais quand même, on a un objectif de médiation. Est-ce qu'ils ont trouvé qu'ils ressortaient avec quelque chose? Et oui. Donc même des gens qui nous disaient, vu qu'on a fait des focus dans le jeu sur certains détails du parcours, ah bah oui, mais là du coup, excusez-moi, mais j'ai mis plus de temps parce que j'ai lu les panneaux, il faudra que je revienne. Alors bah oui, il faudra que vous reveniez effectivement faire la visite plus traditionnelle. 98% recommanderont, donc bon, c'est assez logique quand on est content, mais bon, c'est quand même bien de savoir qu'ils ont envie de recommander. 96% intéressés pour une autre aventure dans un autre site de l'Arsenal. Donc ça, c'est important parce que nous, on a développé le projet et dans le dossier de l'appel à projet du ministère, dans l'idée que c'était un peu une phase pilote et que nos partenaires locaux, qui sont le musée de la Marine à Rochefort ou l'Hermione, le site qui est juste à côté de la Corderie, ou le territoire plus large de Rochefort-Océan, le pays de Fort Boyard, je fais la pub pour tout le monde, hein. Du coup, pouvaient avoir une perspective d'utiliser ce concept-là à une échelle de territoire. Donc c'est important que les publics, c'était une mini-étude de marché aussi pour nos partenaires. Donc, en 2013, on a donc réédité les soirées complot, mais on a également lancé un jeu de journée, qui était compatible avec le reste du visitorat, sachant que le complot, c'était hors horaire public. Donc, on avait un côté spectacle et surtout, on n'avait pas les autres visiteurs qui visitaient en même temps. Par contre, le jeu prologue, c'était une espèce d'épisode 1, pour reprendre
ma trilogie, qui permettait de découvrir une première énigme, une première enquête, mais avec des jeux plus simples, des fonctionnalités moins avancées. Et on a prévu une version anglaise qui est sortie donc, il y a peu. Donc là, par contre, le jeu Prologue, il était téléchargeable gratuitement, mais il était en fait sans accueil spécifique. Et donc, du coup, on mesure presque pas le nombre de gens qui ont pu le faire sans passer par l'accueil pour dire j'ai besoin de votre matériel, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà équipés de tablettes ou de smartphones pendant la visite. Donc, on a moins de questionnaires. Même si on avait mis en fin de jeu retourner à l'accueil, chercher votre récompense pour avoir des bons de réduction, bon, ça n'a pas suffi. Le circuit de visite faisant qu'on pouvait sortir par la fin de l'exposition, les gens revenaient pas forcément pour ça. Donc on a moins d'études là-dessus. Par contre, les questionnaires qu'on a récupérés, sur ceux qui ont emprunté nos smartphones et nos tablettes, bah, c'est 87% familial, donc c'est encore une fois enfant-ado, 97% de satisfaction, donc là aussi la satisfaction est très bonne sur la visite et le jeu. Un bon moyen de comprendre et recommanderont, c'est important. Par contre, on a vraiment noté un différentiel par rapport à ce qu'on envisageait sur le même dispositif que le soir, que ce soit intergénérationnel. Et en fait, là, c'était plutôt les parents qui donnaient ça aux enfants et aux ados pour qu'ils fassent vraiment leur visite dans leur coin. Donc les perspectives, bah, c'est de renforcer ces expériences en amont, donc pendant la visite. Donc c'est ces deux dispositifs qu'on a déjà, qu'on veut réutiliser, qu'on réutilise déjà par exemple pour des produits d'anniversaire. Donc pour les enfants, pour les locaux, là encore, et l'après. Alors l'après, on a déjà fait des concours, on récolte aussi des contacts grâce au questionnaire et à la photo souvenir qu'on s'envoie par Facebook ou par mail. Et c'est vraiment de la GRC, c'est intéressant, c'est à la fois on crée un lien avec les gens et en même temps, après, on peut leur proposer d'autres choses selon le centre d'intérêt qu'ils ont eu sur la visite. Et en amont, donc ça c'est l'étape qu'on va mener, j'espère, bientôt avec Cédric de Furet Compagnie, dont j'ai emprunté la slide. Et donc du coup c'est voilà un jeu sur internet, donc un jeu en HTML qui plonge déjà les gens dans l'enquête. Donc les perspectives, notamment c'est ce dispositif appliqué à notre nouvelle exposition qui s'appelle Des embruns dans les bulles, la mer dans la bande dessinée, qui rassemble des auteurs et qui justement témoignent du patrimoine maritime de tout le littoral français. Et on se dit que justement une application pourrait se développer sur ce patrimoine comme une espèce de route touristique du patrimoine maritime et en même temps de la bande dessinée. Donc on est en train d'étudier ça. Au moins localement, on voudrait créer un parcours dans la ville de Rochefort qui mène à l'exposition et où on va passer par le musée de la Marine de Rochefort, par le port de Rochefort, par l'école de médecine, etc. Et puis l'autre perspective, c'est qu'on a l'Hermione qui est un grand capteur de public qui reçoit à peu près 280 000 visiteurs juste à côté de la Corderie, qui va faire son voyage à Boston très bientôt et qui fera ses essais en mer. Donc il y a une absence déjà en 2014 de 2 mois et une absence de mars à août 2015. Donc ça nous oblige, parce qu'elle n'embarque pas la Corderie avec elle, de trouver aussi une espèce de palliatif à l'attractivité qu'a l'Hermione. Alors c'est très difficile de prétendre pallier l'absence, mais effectivement dans les acteurs locaux, on nous a dit mais oui, pourquoi vous feriez pas un jeu là comme vous avez fait, ça a l'air de bien marcher, en gros, je schématise. Et donc effectivement, on envisage un jeu sur l'Arsenal qui pourrait être aussi une solution palliative à l'absence et en tout cas exploiter le site de l'Hermione sans le bateau pendant quelques temps. Voilà, et donc j'ai cité l'IAE de La Rochelle parce qu'effectivement, bon, tout au long de toutes ces expérimentations, on a travaillé avec l'Université de La Rochelle ou avec les IUT ou avec l'IAE là maintenant effectivement pour des projets de proposition sur un cahier des charges de la prochaine application Arsenal. Voilà. Merci. Merci. Je ne vais pas faire de jaloux quand même, je vais prendre une question par rapport à votre présentation. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? De toute façon, vous resterez déjeuner. Je ne vous pose pas la question. Vous pourrez poser la question si une question vous vient à l'esprit. On va passer de Rochefort à Toulouse. Et nous allons accueillir Christelle Molinier du Musée des Augustins de Toulouse. Et on va repartir vers les réseaux sociaux. Bonjour Christelle. Bonjour. Rebonjour. Non, c'est... Je vais la préparer. Bonjour à tous. Je suis documentaliste au Musée des Augustins de Toulouse et je suis venue vous présenter aujourd'hui le partenariat que nous menons depuis près de 3 ans avec l'association Wikimedia France. Avant de détailler les projets que nous menons plus particulièrement au musée, je voudrais le replacer dans le contexte général
de la convention qui a été signée entre la ville de Toulouse et Wikimedia France en 2010. Cette signature a eu lieu dans le cadre du festival La Novella, qui est un festival de connaissances, de transmission des savoirs. À partir de cette convention, 4 services municipaux, 4 structures culturelles ont développé des projets. Il y a le Muséum d'histoire naturelle, les archives municipales, la bibliothèque municipale et donc le musée des Augustins. Nous sommes les derniers arrivés sur le projet. Il faut savoir que la ville de Toulouse est la première et à ce jour la seule ville de France à avoir signé un partenariat avec l'association. Donc, je ne vais pas vous détailler ce qui a été fait dans chaque structure culturelle, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais nous avons regroupé par grands types les actions qui ont été menées. Nous versons des images sur Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, c'est la plateforme multimédia des projets Wikimedia, donc, qui permet entre autres d'illustrer Wikipédia. Donc, nous avons versé des images provenant des numérisations des fonds municipaux et également des prises de vue en haute résolution qui ont été prises par des bénévoles. Là, il s'agit du projet Phébus, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été mené par le Muséum d'histoire naturelle. Nous organisons aussi des ateliers de formation à la contribution, donc à la contribution pour la publication dans Wikipédia. Ensuite, un projet qui est plus spécifique à la bibliothèque municipale, qui est le prêt de clés USB Wikipédia Framaké. Ce sont des clés qui contiennent l'encyclopédie Wikipédia qui permettent une consultation sans connexion Internet. Enfin, un dernier type de projet, l'organisation d'un éditathon. Je vais y revenir un peu après puisqu'il s'agit d'un projet du musée. Alors, quels sont les enjeux, les objectifs pour nos structures ? Tout d'abord, c'est pour nous l'occasion de libérer et de poursuivre la valorisation des collections du domaine public, de diffuser la culture et la rendre accessible. Ça fait partie de nos missions fondamentales en tant que structure culturelle. Ce qui est un peu plus nouveau pour nous, c'est l'idée de favoriser l'appropriation et la réutilisation des données. Donc là, de suivre le mouvement de l'open data culturel qui est fortement encouragé en ce moment par le ministère de la Culture. Ensuite, expérimenter le crowdsourcing et le modèle contributif. Ça aussi, c'est assez nouveau pour nos structures. On n'a pas trop l'habitude d'intégrer comme ça des personnes extérieures. Et enfin, offrir un accès multilingue et intégrer les données web sémantiques. Ça, c'est vrai que c'est un apport important qu'offrent les plateformes Wikimedia, puisque, comme vous le savez, les pages, en tout cas de Wikipédia, sont traduites en plusieurs langues et que toutes les métadonnées qu'on peut verser sont intégrées via des référentiels au web sémantique. Donc j'en arrive au musée des Augustins, c'est le musée des Beaux-Arts de Toulouse. Il conserve essentiellement des peintures et des sculptures et couvre les périodes du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Il est situé dans un ancien couvent. Je vous invite à venir le visiter si vous ne le connaissez pas. Donc, depuis 2011, nous avons rejoint le projet Wikimedia de la ville en contribuant à l'enrichissement de Wikipédia et à l'enrichissement de Wikimedia Commons. Et tout cela se fait dans le cadre de nos missions de médiation culturelle et de valorisation documentaire. Ça implique plus spécifiquement 2 services du musée. Donc là, sur la photo, vous avez des étudiants qui justement participent au projet, qui sont en train de faire des recherches au centre de documentation du musée. À l'origine, le projet était très modeste. Il s'agissait d'enrichir la page qui concernait le musée. Effectivement, la page Wikipédia existait déjà, mais elle comportait quelques erreurs, elle était assez pauvre et on a eu l'idée, l'envie en tout cas, de l'enrichir. Pour ça, on a pensé que c'était bien de faire appel à des contributeurs externes et via notre service des publics et ses partenariats avec les établissements scolaires toulousains, nous avons fait appel à une classe de BTS Tourisme. Donc les élèves ont été formés à la contribution par des personnes de Wikimedia France. Ils sont venus à la documentation consulter les sources fiables, les sources validées,
pour ensuite enrichir les différentes sections de l'article et l'étoffer et le corriger. Suite à cette première expérience qui, bon, finalement, a mobilisé assez peu de moyens, on a voulu poursuivre l'année suivante et on a travaillé cette fois-ci avec des élèves de Cagnes et d'Hippocagne du lycée Saint-Cernin de Toulouse. Là, le projet était que chaque élève choisisse une œuvre du musée et rédige un article. Donc là, il s'agit de création d'articles concernant l'œuvre. Toujours sur le même modèle de formation à la contribution. Recherche, visite du musée pour le choix de l'œuvre, bien sûr. Recherche à la documentation, donc la consultation des dossiers d'œuvres, des bibliographies. Et ensuite, publication. Donc voilà, ce jour, on a 14 articles qui ont été créés dans ce cadre-là. Cette année, nous avons reconduit le partenariat avec le lycée Saint-Cernin et donc nous attendons la production de cette année. Les articles sont en cours de rédaction. Pour illustrer les articles produits par les étudiants, nous avons été amenés à verser les images sur la plateforme Wikimedia Commons. Donc au départ, nous avons versé les images une à une, accompagnées de leurs métadonnées, extraites de notre base de données. On s'est rendu compte que c'était vraiment intéressant pour nous, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir cette visibilité sur Wikimedia Commons, puisque au-delà d'être une plateforme d'illustration, est aussi, constitue une base de données réelle, puisque ces métadonnées sont reliées à des référentiels internationaux. Elles sont traduites et donc donnent davantage de visibilité aux collections. Autre apport qui là, et cette fois, est un apport externe, c'est les catégories. Bon, je pense que vous ne voyez pas, mais tout ce qui est en noir, là, ce sont des catégories qui ont été ajoutées par les Wikipédiens. Donc ça, c'est vraiment un enrichissement pour nous parce que c'est une sorte de tagging collaboratif qui provient d'une source extérieure et qui amène une valeur ajoutée aux collections. Donc ça nous a motivés pour faire un versement plus massif et l'année dernière, avec l'aide d'un Wikimédien, nous avons fait un import de toutes les œuvres exposées, les œuvres du domaine public. Puisqu'il faut préciser que sur Wikimedia Commons, les œuvres sont sous licence libre, donc doivent être forcément dans le domaine public. Nous avons des statistiques. Alors, ce versement a été fait en fin 2013, donc c'est vrai que sur la réutilisation, on n'a pas beaucoup de recul, mais on avait déjà 176 réutilisations des images, en sachant qu'il n'y en avait que 14 qui avaient été utilisées pour nos projets. Donc, ça veut dire que d'autres personnes sont venues puiser sur les images mises en ligne pour les réutiliser. Enfin, dernière facette du projet, l'organisation d'un éditathon. C'est tout récent, ça a eu lieu dimanche dernier. Donc, nous avons organisé cet éditathon dans le cadre de la journée du domaine public qui a eu lieu cette année à Toulouse. Et l'idée était de célébrer les artistes du musée qui entraient dans le domaine public, qui sont entrés dans le domaine public le 1er janvier 1914, c'est-à-dire les artistes décédés en 1943. Ça concerne 5 artistes du musée. Dont Maurice Denis et Camille Claudel. Donc voilà, nous avons organisé cet atelier de 3 heures avec 10 contributeurs. Nous avons versé des images, nous avons créé des articles, nous en avons enrichi d'autres. Et nous avons initié des versements de métadonnées dans Wikidata, qui est un autre projet à Wikimedia. Alors, quelles sont les perspectives? Donc là, ce sont des perspectives assez générales, puisque j'ai consulté mes collègues des autres services municipaux. Nous souhaitons poursuivre les versements d'images sur Wikimedia Commons, éventuellement, si possible, intégrer d'autres structures culturelles de la ville au projet. Il y a des gens dans la salle qui pourraient être intéressés, qui sont concernés. Parce que c'est vrai que c'est intéressant pour nous de développer des actions transverses, même au niveau local, d'interconnecter nos fonds. Nous avons des fonds forcément complémentaires entre les archives, les musées, bibliothèques de la ville. C'est intéressant aussi pour nous. Alors là, j'avais préparé cette présentation avant la sortie, l'annonce officielle de Joconde Lab. Donc, j'avais émis le souhait de relier ces ressources que nous avons produites à nos outils métiers. Donc, Joconde Lab, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'est donc une plateforme qui relie justement des données provenant de Wikipédia
et des données provenant de la base nationale Joconde. Donc c'est vraiment intéressant pour nous de pouvoir réutiliser tout ce travail qui a été produit depuis 3 ans. Enfin, nous souhaiterions davantage intégrer la contribution et le crowdsourcing à nos actions de projets de médiation culturelle. Je vous disais tout à l'heure, ces projets sont à cheval entre la valorisation documentaire et la médiation culturelle. Et le service des publics du musée des Augustins souhaiterait davantage expérimenter dans ce sens-là. Voilà, je voulais, pour finir, remercier toutes les personnes qui participent à ces projets, parce que c'est vrai que ce sont des projets qui sont collectifs, hein, c'est vraiment du contributif. Donc, remercier mes collègues du musée et des autres services municipaux de la ville, les membres de Wikimedia France, les bénévoles de Wikimedia France aussi, et tous les contributeurs, les étudiants, les contributeurs anonymes, il y en a plein, qui enrichissent les données que nous versons, que nous produisons. Et voilà, et qui œuvrent pour la valorisation des biens communs que nous conservons dans nos institutions. Merci. Merci Christelle. J'avais une question. On observe souvent un effet dopant sur l'audience du site internet d'une institution travaillant avec Wikipédia ou avec Wikimedia. Est-ce que ça a été le cas sur l'audience du site du musée ou l'audience du site des musées? Je ne sais pas si vous êtes regroupés en termes d'Internet. Alors, nous avons un site Internet. C'est vrai que finalement, ce projet est quand même très récent. On n'a pas beaucoup de recul et on n'a pas vraiment dressé de bilan. Donc, justement, on est en train de faire un bilan de tout ce qui a été fait au niveau de la ville dans le cadre de ce partenariat. C'est évident que ça joue pour la notoriété du musée, ça c'est évident. Après, sur la fréquentation du site, j'ai pas les chiffres, c'est vrai que, bon, moi personnellement, je suis pas dans cette démarche-là parce qu'il y a vraiment une démarche de valorisation documentaire. Il y a tout l'aspect pédagogique aussi du projet qui est important, mais c'est évident que ça donne aussi énormément de visibilité aux collections et aux musées. Donc, comme vous restez déjeuner, pareil, s'il y a des questions dans la salle, je vous invite à aller voir Christelle pendant le déjeuner. On va finir notre tour de France par Bordeaux et on va terminer en plus par la problématique de l'après-visite. Donc, j'espère. Donc, on finit avec toi, Sébastien. Et je te laisse la parole tout de suite. D'accord. Bien, bonjour à tous. CapScience est un centre de culture scientifique, technique et industrielle à Bordeaux. On développe en fait en mode R&D l'accompagnement des publics pendant la visite, mais aussi sur plusieurs temps, tout au long de la programmation du centre de culture. Donc en gros, la personne a un profil qu'elle peut réinvestir à chaque fois avec le centre. Nous menons ce programme en fait de recherche dans le cadre d'un programme plus global avec 6 autres centres de culture scientifique, pareil. Donc ce sont Relais de Sciences, faut pas que j'en oublie, la Casemate, Espace des Sciences, Univers Sciences et évidemment CapScience, je crois que j'en oublie un. On est 6 en fait en tout. J'en oublie un. Donc, je pense, si vous pouvez me corriger sur Twitter. Ce programme s'appelle Immédiat et chaque centre de sciences a effectivement une spécificité qu'elle teste. Et donc nous testons en fait cette idée de personnalisation de visite, de parcours de visite et de profil visiteur. La photo qui est là illustre en fait tout simplement un dispositif qui était dans la dernière exposition à CapScience qui s'appelait Servorama. Et je crois qu'elle est elle résume un petit peu les trois choses que je viens de dire, c'est-à-dire personnalisation, parcours et profil. Donc le dispositif permettait à la personne de se prendre en photo, de découvrir son cerveau, etc. Il y avait tout un dispositif immersif de réalité augmentée.
de conserver cette photo et puis de la réinvestir plus tard et de la retrouver, donc, on va dire, sur son compte utilisateur. Donc, dans le programme immédiat, l'axe de recherche se situe aussi auprès des jeunes publics. Donc, le programme, c'est bien comment arriver à atteindre les 15-25 ans, donc c'est à la cible du programme immédiat, avec le numérique et comment diffuser donc, de la culture scientifique dans ce cadre-là. Je vais vous présenter un petit film qui illustre un petit peu l'expérience. Nous, on est en plein dedans, donc évidemment, comme on est un petit peu axé 15-25, l'expérience utilisateur dans CapScience a été un petit peu orientée autour du jeu et donc de la gamification. Alors, je voulais vous dire, le film est en anglais. C'est juste un concours de circonstances, mais c'est un peu comme le numérique. Tout le monde est armé maintenant, j'espère. Tout le monde est... Welcome to CapScience, a scientific museum located in Bordeaux, France. Our work here is to develop access to scientific and technical culture throughout exhibitions, workshops, activities for all, and much more. My name is Noémie Lemaire, and I'm a service designer on the R&D team that created CU, a digital service that enables the museum to interact directly with its visitors in order to offer more than just a visit, a whole experience. When coming to CapScience for the first time, you have to create a CU account at the digital welcome desk. That way, each time you interact with CapScience, we will remember you. You can then start off your visit using your CU card to unlock the several serious games in the exhibitions. Once you play, your score will appear on the digital wall. Very soon, the public will be able to download the games and play again on personal tablets and smartphones. CU is more than just an in-house competition service. It's also a mobile app and a website, www.c-yourmag.net, where you can read articles curated by our editorial staff, leave comments and express your feelings. You can also select articles and create your own playlist. If you feel like it, you can even create a CUMag blog and write your own articles. That way, active C users can contribute ideas and topics for the future exhibitions. The technology behind CU enables us to keep trace of all our visitors' activities, even when he is not in the museum. Each C user can access his or her personal profile in the exhibition or on the internet and discover a graphic scenario of his visits and activities. All the data we collect is visually transformed into a picture and given back to the user. By listening and better knowing our public, we can precise our offer. Eventually, we would like to create exhibitions curated by our community of users. We think that the future of museums must be in visitors' hands. Technology is a means to collect information, gather a community, express ideas in order to increase access to knowledge and enhance globally our user experience. Voilà, bon, c'était en anglais, c'était pas du tout du snobisme, hein, c'est que ce film a été préparé dans un autre contexte. C'était un petit peu court pour mettre des sous-titres, j'espère que ça a été. Donc je reviens rapidement sur l'expérience qu'on a menée. Donc celui-ci, il est un peu compliqué, ce slide, simplement pour dire qu'en haut, on est dans le musée. Nous, on a fait dans un centre de culture scientifique, effectivement, il n'y a pas de collection essentiellement. Donc c'est surtout des expositions qui sont scénarisées, des dispositifs interactifs, et donc ce qui permet d'identifier le public dans les différents espaces. Donc il transporte son profil de dispositif en dispositif. C'est donc la petite carte RFID en haut. Donc c'est effectivement le NFC. C'est un choix assez pratique pour le geste est très simple. C'est un choix assez pratique pour que la personne puisse s'identifier. Que le contenu puisse s'adapter à lui de manière directe, que son parcours se remonte. Et puis aussi, c'est ce qui est assez intéressant dans ce dispositif. Donc, ce n'est pas vraiment l'axe prioritaire, mais c'est qu'on n'a pas cette idée du double écran, parce que dans nos expositions, on a souvent déjà un écran sur lequel on peut interagir, etc. Donc, le badge RFID, la carte NFC, tout simplement, permet d'être reconnu sur les interfaces et de vivre l'expérience de visite. Cette année, donc l'expérimentation est en cours, hein, elle a été terminée le 31 décembre. On a mis en place l'accompagnement du visiteur avec le badge RFID
juste en juin, donc on a 6 mois de recul à peu près, et on est en train de... Alors on m'a demandé de venir avec des chiffres, donc j'ai quelques chiffres, mais j'en ai pas beaucoup. Et donc dans l'espace de visite, le visiteur utilise la carte, et puis il y a aussi en fait cette idée de pouvoir débriefer ce qu'il a fait. Donc sa progression dans les expositions, mais comme l'expérience de visite était axée au niveau du jeu, il peut consulter le nombre de points, etc., les partager, récupérer ses productions. Au moment où le visiteur passe dans le dispositif, il génère de la donnée. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de lui restituer la donnée sous forme de médiation, c'est ça la plus grosse difficulté, mais aussi voilà, d'être assez transparent. Donc il y a le profil est animé sous forme de data visualisation, et puis on a un espace communautaire aussi. Le visiteur peut venir déposer les productions qu'il a fait pendant l'exposition, c'est la table. Voilà, donc on est dans cette zone en haut. Et évidemment, le profil See You, il est aujourd'hui, on l'a vu un peu ce matin, ce qui était assez important, c'est de pouvoir utiliser en fait son See You sur les smartphones. Donc il y a des applications See You, c'est-à-dire que les dispositifs qui sont dans l'exposition sont aussi disponibles sur les markets, qui sont essentiellement axés autour du jeu. Ce sont des sortes de serious games, des petits jeux de quelques minutes qui ont été voulus assez addictifs, où quand le visiteur progresse, il a du contenu qui est délivré évidemment à chaque niveau. Et puis ce profil aussi joue sur un site internet qui est vraiment un site de contenu de tout type, qui est un petit peu vu, éditorialisé, hein, qui est un petit peu dans la démarche des pure players aujourd'hui, où avec justement le visiteur a un vrai rôle à jouer avec des fonctionnalités qui sont assez particulières. Je vais y revenir. Voilà, donc c'est pour l'ensemble de tout ça. Donc on n'a pas beaucoup de recul sur les téléchargements de market, puisqu'on a lancé ça que le 10 décembre, et le site également. Donc vous l'avez bien compris, à l'entrée de CapScience, je vais essayer d'accélérer, hein, à l'entrée de CapScience, en fait, le visiteur est amené à enregistrer un compte qui va lui permettre de capitaliser sur sa visite. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Quand le visiteur arrive à CapScience, il n'est pas obligé de réellement ouvrir un compte, puisque le dispositif joue aussi avec une carte, avec la carte NFC, mais vous pouvez rester anonyme, vous n'êtes pas obligé de capitaliser sur votre visite. Si vous le faites, vous perdez en fait entre guillemets votre visite, mais par contre la visite reste la même avec ou sans compte, ce qui est assez normalement naturel. Alors ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a un visiteur sur deux. Alors là, on a 11 466 visiteurs inscrits au 31/12 sur 6 mois qui sont passés dans l'exposition. Donc il faut multiplier par 2 le nombre de personnes qui ont utilisé le badge. C'est-à-dire qu'on a la moitié de visiteurs anonymes et la moitié des visiteurs qui capitalisent sur leur compte. On a 94% des gens qui s'inscrivent dans le dispositif, qui laissent de manière je dirais naturelle leur date de naissance. On a 26% en fait de ces gens-là qui sont entre 15 et 25. C'est des indicateurs que nous suivons. C'est pour ça que j'en parle dans le cadre d'Immédiat. On a 7% des utilisateurs. Oui, alors en fait, on a les 15-25 sont particulièrement suivis, et ils ont augmenté au cours des 6 mois de test, parce que nous avons mis en place en fait des soirées ou des moments ou des temps de rencontre spécifiquement pour eux, où la visite est complètement gratuite. Ça se passe et ça se déroule de manière générale en soirée. Le vendredi soir, on appelait ça les nocturnes, et de bouche à oreille a plus ou moins fonctionné, et effectivement aujourd'hui ces jeunes viennent nous voir, et donc ils utilisent le dispositif See You pour la visite, et donc évidemment il faut augmenter leur compte. On a 8% de ces utilisateurs qui s'identifient à See You en fait grâce à Facebook. C'était important de connecter, parce que See You n'est pas un réseau social, hein, c'est juste parcours, personnalisation, profil, relation avec le centre de culture, mais par contre il faut qu'il soit absolument connecté avec les réseaux. 55% des gens qui s'inscrivent nous laissent leur CSP, donc vous voyez, ça va très loin. Et puis leur provenance et leur département. Donc bon, voilà, on a presque couvert toute la France. C'est assez sympa d'avoir des visiteurs chez nous. Simplement pour vous dire ces chiffres, c'est que
spontanément, quand vous arrivez dans un centre de culture, eh bien, le visiteur est prêt à vraiment capitaliser sur cette rencontre, sur ce moment qui va passer, et à créer un lien, parce qu'un visiteur sur 2, c'est pas rien. Je pense que ce serait pas la même chose si on faisait la même démarche dans une banque ou autre. Donc on a vraiment, en tant que centre de culture, il y a vraiment une confiance de la part du public envers nos institutions. Alors l'intérêt, c'était de pouvoir retravailler sur la reconnexion. Alors pour l'instant, j'ai mis un point d'interrogation parce que le dispositif technique qui est derrière CIU enregistre ces données, évidemment, mais pour l'instant, on n'arrive pas à les extraire de la base de données. Il faut qu'elles soient interfacées, etc. Donc ça prend un peu de temps. Ce que je peux vous dire sur les authentifications, c'est que sur les 11 000 visiteurs qui sont venus, on a 262 personnes qui avaient déjà un compte, puisqu'on avait déjà fait cette expérimentation auparavant dans l'ancienne exposition, mais ça ne s'appelait pas CIU, c'était Navinum. Aujourd'hui, Navinum est un nom qui est gardé et qui est le nom en fait du logiciel et de la partie technique. Si je vulgarise un peu, hein, Navinum c'est le moteur de la voiture, hein. CIU c'est le service et donc la carrosserie en fait pour nos visiteurs. Donc on a 260 personnes qui sont authentifiées, donc on peut considérer ça comme de la relation entre guillemets. On peut mesurer les temps moyens de visite. On a beaucoup de... J'ai encore combien de temps ? Oui, j'arrête, je vais aller très vite. Donc, on peut mesurer les temps de visite, on peut mesurer les temps de partie que les personnes jouent. Alors, sur les markets, on n'est pas du tout bon, mais enfin bon, on a suivi ce chiffre que pendant 2 semaines, on a 250 téléchargements et donc des gens qui utilisaient leur compte CIU pour jouer, pour capitaliser en fait sur la visite. On en a que 145 qui sont encore installés. Ce qui est hyper intéressant, c'est le site internet qui propose 2 choses. On n'a absolument pas communiqué sur une fonction que fait le site internet, où justement le visiteur peut être amené à bloguer avec nous et donc à éditorialiser voilà, du contenu que lui-même aura sélectionné. Donc c'est aussi une plateforme de blog et c'est grâce à CIU que les visiteurs peuvent s'inscrire et commencer à ouvrir leur blog. Capscience propose de les accompagner dans l'éditorialisation et on a déjà 20 personnes depuis décembre qui spontanément, enfin une vingtaine, qui spontanément, sans que nous on ait continué communiquer et ont envie de participer avec nous. La petite flèche bleue, elle est mal placée, c'était sur les playlists Urmag. En fait, quand vous êtes sur CIU, il y a une petite fonctionnalité un peu particulière, c'est que le site étant connecté à l'exposition et donc via le compte, toutes les productions que vous avez dans l'exposition, elles remontent en fait dans un espace d'édition personnel. Et c'est une manière aussi donc de... Et ce que vous pouvez faire en fait grâce aux playlists, c'est constituer une playlist, c'est-à-dire récupérer des contenus du site, récupérer les contenus que vous avez fait en visite, remixer tout ça, entre guillemets, et faire votre propre home, on va dire, votre propre magazine à partir de tous ces contenus. Et pourquoi pas passer jusqu'à l'impression de celui-ci. Moi, je suis à fond pour le papier aussi après, il faut connecter les deux. Alors on a fait quand même quelques retours utilisateurs, c'est assez light. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a 70% des visiteurs qui utilisent le pass. Alors en cas de grande affluence, c'est un peu difficile. Voilà, et puis en famille aussi, donc on pourra en reparler, sachant que chaque visiteur reçoit un pass et chaque visiteur peut être identifié. Et c'est souvent, comme on le constate, que dans le cadre d'une famille, tout le monde ne participe pas, mais la plupart participent à 70%. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce dispositif plaît, voilà, et que quand on parle de l'expérience visiteur à nos publics qui passent, on leur demande si c'est ludique, innovant, c'est sur 300 personnes. Hein. Donc on est loin des sondages, voilà, mais on a sondé 300 personnes chez nous, donc ludique, innovant, convivial, à 70%. Donc il y a une bonne attente aussi de la part de l'innovation numérique. Enfin, les visiteurs attendent aussi, je pense, un peu d'innovation numérique dans les espaces culturels. Et puis, comme on a une particularité, une spécificité, c'est qu'on engage le visiteur dès le départ à créer un compte avec nous. Nous, c'est un vrai casse-tête, il faut que ce soit facile, il faut pas y passer plus de 3 minutes, etc. etc. On s'est réellement pris... voilà, on a essayé vraiment d'améliorer ce dispositif et donc on s'aperçoit quand on les questionne que ça reste plus ou moins facile alors que nous, on en doute. Et ce que ça veut dire, c'est que ce temps d'inscription en fait partie de la visite pour le visiteur, entre guillemets, c'est que ça commence à ce moment-là, et donc quelque part,
Nous, on pensait que la visite commençait après l'inscription, mais quelque part, ça fait partie de la visite du lieu. Quelques remarques autour de la médiation. Ça, c'est plutôt effectivement ce qu'on a testé autour du jeu. Je vais passer rapidement pour finir sur les évolutions. Il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à faire. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'un tel dispositif, surtout quand on teste le jeu dans les espaces scénographiques, ça modifie quand même pas mal. Et on a les jeunes publics qui courent un petit peu dans tous les sens pour s'améliorer. On a du squat autour des interfaces pour améliorer son score, etc., etc. Donc ça modifie un peu les espaces et les flux des visiteurs dans l'exposition. Donc nous, en termes d'amélioration, les plateformes doivent être optimisées parce qu'il y a des choses qui sont assez floues. Pareil, on doit essayer de travailler sur cette autonomie des visiteurs à créer le compte tout seul, parce qu'aujourd'hui on met en place un animateur pour les accompagner. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a personne pour les accompagner sur leur mobile, mais par contre dans l'espace physique, dans le bâtiment, il faut les accompagner. Mais je crois que c'est aussi une attente du visiteur. On peut imaginer donc d'avoir des animateurs augmentés, etc. Enfin bon, on peut en parler. Par contre, cette idée de relation sur la médiation, ça c'est un petit peu nouveau. C'est comment en fait le médiateur peut entretenir une relation durable entre les différentes expositions. Comment on rebondit sur la donnée qu'il a fait. Comment on écrit les expositions dans le temps, des choses comme ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a 11 000 inscrits, donc c'est une base de données dédiée donc aux visites d'exposition, à la médiation, à la personnalisation. Donc on peut en tirer beaucoup de choses, c'est sûr, en termes marketing, etc. Mais c'est pas trop forcément la mission du chose. Mais on a déjà les débuts d'une communauté. C'est galvaudé puisque une communauté, on a surtout beaucoup d'utilisateurs. Donc on a des pistes pour, à partir de ces utilisateurs, créer une communauté. Et une des dernières, c'est vraiment aujourd'hui une des pistes qu'on aimerait bien suivre, c'est d'interfacer le service CU avec d'autres services et d'autres communautés. Typiquement dans Immédiat, on a des collègues qui ont fait une exposition qui s'appelle La plante idéale, Science Animation. Et dans cette exposition, en fait, puisque l'idée c'est dans nos différents chantiers, dans nos différents centres, c'est de mutualiser un petit peu les usages et les développements. Dans cette exposition, le visiteur peut poster une photo de sa plante idéale. Pourquoi pas aussi le faire avec son profil CU. L'idée c'est que grâce à CU, ça devrait être un peu plus facile de le faire, des choses comme ça. Donc il faut travailler sur ces questions pour interfacer les différentes communautés. Voilà. Désolé, c'était trop long. J'étais en train de chercher ce que j'allais te donner comme pénalité, j'ai trouvé. Tu vas être privé de bulles pendant le déjeuner. Alors, on va évidemment pas prendre une question parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et par contre, il était prévu de faire un atelier au second semestre de l'année, justement sur la relation pendant et après. Donc, tu viendras à Paris, tu iras nous voir pour un atelier. Alors, je vais d'abord vous donner une information pratique. Les 8 personnes qui s'étaient inscrites pour la liste d'attente pour le déjeuner, nous sommes ravis de les accueillir. Donc ça, c'est la première chose.